Alors, il va être question lors de ce débat des frontières, frontières sociales, frontières de genre, frontières culturelles, que les deux artistes qui sont avec nous ce soir ont su dépasser, ont dû dépasser peut-être même, ils nous le diront même, pour aller au bout de leur création, et peut-être aussi pour faire bouger les lignes dans leur pays, pour bousculer, interpeller les pouvoirs publics, et peut-être aussi pour trouver l'écho le plus large possible parmi leurs concitoyens. Alors les deux artistes que je vais vous présenter sont engagés, je crois que le mot n'est pas usurpé, en lutte même, si j'ai bien compris leur parcours et leurs préoccupations, en lutte pour faire vivre une autre voie artistique, pour dénoncer, contourner la censure parfois quand elle s'opère dans leur pays, comme elle s'est opérée de longues décennies, et pour participer aussi beaucoup, je crois, au développement culturel indépendant de leur pays. Alors je vais commencer par vous présenter rapidement, parce qu'il y a des biographies associées, donc je crois que vous auriez l'occasion de les regarder dans le détail. Siem Belkodja, donc vous êtes tunisienne. Vous êtes danseuse, chorégraphe, vous avez fondé, on en parlait tout à l'heure, quantité d'événements culturels de qualité en Tunisie, plusieurs festivals de danse, une association. Vous avez un parcours d'artiste et de pédagogue tourné vers la jeunesse et la transmission. C'est quelque chose qui est très important dans votre travail artistique. Vous avez, alors en 2 mots, je vais quand même rappeler un petit peu ce que vous avez fait. Vous avez initié les rencontres chorégraphiques de Carthage. J'ai cru lire que c'était en réponse aux événements aux attentats du 11 septembre 2001. Vous avez créé aussi Doc à Tunis, qui est un festival international de films documentaires qui rencontre un succès très large dans votre pays, et qui a lieu dans 4 jours, donc vous êtes en pleine préparation. Vous avez fondé l'association Nes Elfen, c'est ça, qui signifie les gens de l'art. Vous avez créé aussi l'École des arts et du cinéma, et je crois qu'il faut le souligner, le Centre méditerranéen de danse contemporaine, qui est le premier, le seul, peut-être le premier ou le seul en Afrique, et qui permet à des jeunes danseuses d'apprendre la danse contemporaine. Ensuite, Ahmed El Hattar, donc vous êtes né au Caire, vous êtes égyptien, vous êtes né en 1969, vous vivez toujours au Caire. Vous êtes à la fois dramaturge, metteur en scène, traducteur, directeur artistique, producteur. Vous êtes par ailleurs directeur artistique d'un festival pluridisciplinaire unique en son genre au Caire. On peut dire que vous êtes une figure du théâtre indépendant égyptien et que vous êtes très impliqué, vous aussi, dans la création artistique et dans le développement culturel indépendant en Égypte. Je vais présenter aussi un invité qu'on est ravi d'accueillir, qui n'était pas au départ sur la ligne de départ, mais qu'on est ravi d'entendre, donc, qui est Jean-Luc Akaevi. Vous êtes... Voilà, vous pouvez vous présenter vous-même, c'est aussi bien. Allez-y, vous êtes congolais. Oui, je suis congolais, oui. D'accord. J'étais commissaire général du Festival panafricain de musique, oui, et directeur de la Biennale congolaise des arts et des lettres. D'accord. Alors pour commencer, je crois que l'énoncé sommaire de vos parcours, de vos engagements artistiques est éloquente. Vous baignez tous les deux dans une grande fécondité créatrice. Vous brassez vous êtes dans la pluridisciplinarité, vous gommez les frontières, vous les effacez dans votre travail, et même dans la langue elle-même que vous utilisez, vous gommez les genres, vous utilisez tous les registres et tous les niveaux. Et j'ai l'impression, est-ce que ce point commun, cette convergence dans la manière dont vous faites vivre votre création relève d'un autre point commun, ou révèle un autre point commun qui est plus fondamental encore, celui-là, qui est celui de votre engagement politique, de votre militantisme politique. Est-ce qu'on peut relier cette pluridisciplinarité finalement à votre engagement? Est-ce que les deux sont intrinsèquement liés? Oui, allez-y. Je voudrais juste, bonjour en tous les cas, merci d'être venus assez nombreux au niveau des 2 salles, donc... à l'autre salle aussi, bonjour. Je voudrais juste corriger quelque chose pour la danse, parce que quand même mes collègues de Ouagadougou, de Germaine Aconi et de plusieurs écoles en Afrique. Donc vous n'êtes pas la seule, hein. Vous n'avez pas oui, je suis peut-être la seule diplômante comme école de danse contemporaine, avec 2 années universitaires comme ce qui se passe ici avec Aix ou avec de vraies écoles, mais quand même... Tous nos amis chorégraphes du nord au sud, à l'est, ouest ont des écoles contemporaines. Ça, c'est pour mes amis parce que ils sont aussi militants. Je veux revenir donc sur ce que vous venez de dire au niveau du militantisme politique.
Je vais parler de la danse parce que c'est mon métier. Militer dans un pays arabe, être déjà danseur, ce n'est qu'un acte politique prioritairement. Parce que pour parler de la danse, que ça soit une fille ou un garçon, malheureusement on est revenu à cette position-là, soit qu'on est traité d'homosexuel ou de prostituée. Donc déjà qu'un jeune garçon ou une jeune fille, après ses cours de danse pour le plaisir, prend son engagement et décide de casser les frontières de la famille, qu'elle ne sera pas ni médecin, ni ingénieur, ni hôtesse de l'air, en tous les cas tous les métiers classiques, elle décide de faire de la danse, elle a déjà cassé des frontières familiales ou cassé une société qui ne voit pas du tout dans l'avenir de ces jeunes cet art-là. Et donc, depuis toujours, même avant, entre Bourguiba, Ben Ali et tout ce qu'on vit, la danse a été militante parce qu'elle devrait exister dans nos pays. Et donc, je suis toujours très fière de nombreux de mes danseurs qui ont bravé cet interdit, des gens de très grandes familles, des gens de quartiers défavorisés, qui étaient très, très difficiles d'être artistes. Et si on est parti dans d'autres frontières, et d'autres zones comme le cinéma, comme le design, comme les mots, puisque je dirige 4 festivals. Je pense que... le documentaire aussi. C'est ça le cinéma, puisqu'on a une école de cinéma. On a mis ces danseurs-là dans une école de cinéma. Au début, on cherchait une crédibilité de société pour leur dire qu'effectivement, le jeune petit danseur ou le danseur n'est pas simplement une majorette qui joue, avec tous mes respects des majorettes, mais il porte un projet, il porte la parole, même s'il va parler du corps. Et on a traversé tous les arts pour dire qu'on existe et qu'il n'y a pas, et que ces frontières que nous limitent, en tous les cas l'Europe, c'est pour ça que vous avez précisé l'année 2002 pour les rencontres chorégraphiques de Carthage. Moi, j'ai commencé à militer politiquement en 2002. Quand le 11 septembre 2001 est arrivé, nous, on devait danser au théâtre Gérard Philippe. C'était la saison tunisienne en France. Et quand le 11 septembre 2001 est arrivé, l'État français, en tous les cas, c'était pas encore Schengen, nous a interdit, on était 18 danseurs, ils nous ont laissé passer uniquement 10 danseurs. Et les 8, c'était pas possible, ils ne pouvaient pas avoir de visa. Et je ne pouvais pas écrire une autre chorégraphie en l'espace d'une semaine. Et donc ça m'a pris une semaine de choc. J'allais accepter parce que j'avais envie de présenter ce spectacle-là, qui s'appelle Usht. Et c'était vraiment en 2001. Et après, c'est moi qui ai coupé le cordon ombilical avec l'Europe. J'ai dit, s'ils ne veulent plus avoir de nous, malgré que moi, étant reconnue, j'avais la possibilité d'avoir un visa d'1 an et 2 ans, mais que mes jeunes, ça me prend 7 ans pour leur apprendre à danser, avoir une maturité, une exigence artistique. Il faudrait que quand ils arrivent à 22 ans avec une pièce chorégraphique prête, et quand un théâtre m'invite dans le monde, je risque que ces danseurs-là ne partent pas. Alors je me suis amusée avec cet ambassadeur. Je lui ai dit, écoutez, à la naissance, quand mes danseurs arrivent chez moi, à l'âge de 5 ans, 8 ans, 10 ans, je vous donnerai leur pédigré. Et vous me dites s'ils vont voyager après ou pas. Ne me faites pas perdre 7 ans de ma vie, 8 ans de ma vie, pour qu'après avoir fait une carrière en Tunisie, on voudrait montrer notre travail et notre exigence. Vous nous dites, on ne peut pas voyager. Alors j'ai coupé le cordon ombilical. Je pensais pour la vie, et au fait, j'aime tellement l'Europe que je me suis pas. J'ai changé d'avis en 2004, donc je suis revenue à mes voyages, mais de 2001 jusqu'à 2004, j'ai pas quitté ma Tunisie, et j'ai dit ok, si mes danseurs ne peuvent pas voir ce qui se passe ailleurs, ils nous ghettoisent, et c'est pas les murs d'aujourd'hui, alors je vais ramener l'ailleurs chez moi. Et de la petite chorégraphe qui n'était intéressée que sur le contenu artistique, que sur le développé, sur la chute, sur le corps, sur l'espace, sur mes régions. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, la moitié de moi-même est devenue opérateur culturel et je ne savais pas faire. Et j'ai dit, tous les gens qui m'ont appris à danser, j'étais à Avignon à l'âge de 8 ans sans visa, parce qu'on voyageait sans visa chez vous, et récemment, jusqu'à 1987. Et donc moi, j'ai vu Maggie Marin, elle m'a pris ma main, j'ai vu Maurice Béjart qui m'a salué, j'ai vu Caroline Carlson qui m'a pris dans les bras. Donc j'ai vu ces gens-là qui m'ont fait aimer la danse. Alors je ramènerai toute cette planète vers mes jeunes et je ramènerai l'ailleurs chez moi. Et les premières frontières étaient ça. Donc si je ne peux pas voir ce qui se passe ailleurs, je ramènerai l'ailleurs chez moi. Donc en 2002, j'ai créé le festival de danse pour mes jeunes et j'ai ramené les plus grands chorégraphes de la planète en leur disant, comme on ne peut pas vous voir, venez.
Je n'ai que des billets d'avion et de l'hébergement et je n'ai même pas de cachet. Et ils ont accepté, eux, de couper ces frontières. Et en 2006, j'ai fait la même chose avec le documentaire. Et en 2009, avec la mode et le design, parce qu'on voulait s'interroger de quelle identité nous sommes, déjà en 2009, et en 2011 avec le marathon des mots. Voilà ce voyage un petit peu, en continuant à être chorégraphe. Très bien. Ahmed, comment vous vivez cette pluridisciplinarité? Comment elle s'est... Est-ce qu'elle s'est imposée à vous dans un contexte politique particulier? Est-ce que c'était une impérieuse nécessité pour toucher un plus large public, pour faire entendre votre voix? Comment vous la vivez? Vous êtes dramaturge, metteur en scène, producteur, vous créez des festivals. Comment tout ça est né finalement? D'abord, merci de m'avoir invité et je suis vraiment désolé d'être en retard, mais je viens d'atterrir il y a quelques heures et le temps de venir de Paris en voiture, comme aujourd'hui apparemment c'est le départ des vacances, alors on a mis, je sais pas, 3h30 pour venir de... Pas de souci, on vous accueille avec de Roissy. En fait, moi je suis un homme de théâtre et je crée un théâtre contemporain, mais la pluridisciplinarité, pour moi, c'était quelque chose qui est venu naturellement. Je pense qu'aujourd'hui, les frontières entre les différentes formes artistiques, je ne pourrais pas dire que ça n'existe plus, mais on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de croisements, beaucoup d'échanges entre les formes et les personnes. Et c'est dommage qu'au contraire, comme Siam vient de le dire, je ne savais pas qu'en 87 les Tunisiens pouvaient voyager en France sans visa, mais que le monde va vers la transversalité et qu'en même temps, on est beaucoup plus cloisonné avec un discours beaucoup plus qui limite le mouvement des personnes. Tandis que je pense qu'aujourd'hui, le mouvement d'idées est beaucoup plus facile qu'avant, que ce soit à travers l'Internet ou même les outils de travail des artistes ont énormément évolué. On ne se pose plus la question si on va faire une séquence vidéo dans le spectacle ou non. Je veux dire, c'est pas... pour moi, c'est organique. Une création, c'est organique. Alors, de toute façon, quand je suis en train de mettre en scène, ça arrive naturellement. Il y a des spectacles où, dès le début, je sais qu'il n'y aura pas de vidéo. Il n'y aura qu'un texte et un acteur, et d'autres où le travail avec d'autres médiums est nécessaire. Mais je pense que c'est dommage dans ce monde-là où naturellement on va vers une transversalité qui est, je dirais, organique, naturelle, qu'en même temps, on limite beaucoup plus le mouvement des artistes. Et est-ce que c'est une manière aussi de crédibiliser vos activités les unes par rapport aux autres? Est-ce que c'est une manière aussi d'échafauder quelque chose, une œuvre plus globale qui la rend peut-être plus crédible, plus diffuse, plus connue aussi, avec un rayonnement supérieur? Est-ce qu'il y a cette dimension-là ou c'est vraiment on est simplement dans une dimension artistique? Non, moi je suis producteur dès le début. Je produis mes propres spectacles. Après, j'ai créé une fondation au Caire en 2005, qui est des lieux de répétition et de formation pour les arts de la scène. J'ai créé le festival d'ICAF. Je suis en plein festival, en fait. C'est pour ça que je repars demain. Oui, c'est ce qu'on disait. On échangeait là-dessus sur vos programmes chargés. C'est la 6e édition. Et c'est un festival multidisciplinaire sur 3 semaines qui se passe au centre-ville du Caire. Et je gère un théâtre aussi. Pour moi, c'est naturel d'être... Je pense qu'un artiste, s'il ou elle fait le choix de faire que de l'art, de toute façon, la création, surtout dans nos pays, c'est une position politique. Faire de l'art, prendre des risques, comme Siam l'a dit, devenir acteur, devenir danseur, dans nos pays, c'est une position politique. Choisir
cette carrière, c'est une pression politique. Et si l'artiste ne choisit que cela, je respecte entièrement. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'artiste doit faire autre chose que créer. Par contre, moi, je pense en même temps que si l'artiste a la capacité de devenir autre chose, c'est-à-dire surtout dans nos pays où les moyens sont limités, où on a des régimes politiques assez oppressifs et où on a besoin vraiment de tout le soutien qu'on peut rassembler. Alors si l'artiste choisit de devenir opérateur culturel, producteur et jouer un autre rôle, il faut qu'il fasse. Et moi, comme j'ai les capacités de devenir d'être producteur et aussi artiste, sans que je me sens à l'aise dans les deux. Du coup, j'ai choisi de faire tout ça. C'est pareil, vous partagez cette vision. Vous auriez pu rester danseuse, j'allais dire. Et vous souhaitez être chorégraphe, transmettre, créer une école de danse. C'est un acte politique, c'est un acte militant aussi. Non, je pense que par rapport à toute l'Afrique et le monde arabe, on n'a pas eu d'éducation artistique. Et donc quand on se retrouve, si je restais que danseuse, j'aurais pas eu de public, ou j'aurais pas eu des danseurs, ou j'aurais pas eu des danseurs parce que je n'ai pas fait le chauffeur de mes danseurs. Donc j'ai fait tous les métiers multiples et inimaginables, je ne pourrais même pas imaginer. D'une part parce qu'il y a un problème économique. Donc au début de ma carrière, depuis 20 ans, je ne pouvais pas du tout recruter un comptable. Donc j'étais une mauvaise comptable. Et je ne pouvais pas recruter la personne qui ouvre le théâtre et qui, au niveau de la technique, et je suis devenue technicienne. Et comme je n'avais pas trouvé au niveau de la vidéo, parce qu'on n'avait pas une école de cinéma, c'est pour ça que j'ai créé une école de cinéma. C'est une nécessité qui s'impose après. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans nos métiers, on a besoin de ce genre de choses. Les élèves venaient par exemple avec leurs parents jusqu'à l'âge de 12 ans. Et c'est toujours comme ça dans la danse. Les parents sont férus de la danse entre 3 et 12 ans. À partir de 12 ans, on leur dit arrête, vous avez des études, puis j'ai plus le temps de vous raccompagner. Alors je deviens le chauffeur de tous les élèves. Quand je vous dis le chauffeur, c'est-à-dire à peu près 300 à 400 élèves. Donc les mamans, le circuit, on appelle ça naql rifi en tunisien pour raccompagner tous les gamins parce qu'il n'y a pas de bus après 20 heures. Et donc rien que pour avoir une compagnie, au début on est même costumier, on est maquilleur, jusqu'à petit à petit on a une petite économie pour recruter du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il y a une faiblesse dans toutes les compagnies africaines, arabes, françaises non, ce sont les administrateurs. On n'arrive pas du tout à garder nos administrateurs parce que soit qu'on paye des gens très compétents et il faudrait trouver les moyens de les payer, et comme on n'a pas les moyens de les payer, donc on recrute des administrateurs de 2 mois ou de 3 mois. Et donc quand les gens viennent de l'étranger, ne comprennent pas pourquoi on ne répond pas aussi rapidement. On n'a pas quelqu'un qui est sur un poste particulier. Et c'est ce genre de difficultés qu'on rencontre parce qu'on n'est pas que artiste, on fait l'école des arts pour notre public, parce que venir regarder de la danse contemporaine, avec tous les respects de mon public très apprécié, il préfère la danse orientale. Moi aussi j'aime la danse orientale, mais il préfère ce côté de divertissement. Donc ramener une Maggie Marin ou ramener Sidi El Harbi Sharqawi, où il y a une éducation du regard. Pour regarder vos télévisions, il faut payer de l'argent en euros, et le dinar tunisien n'étant pas convertible, il y a toute une éducation à faire. On crée un club de cinéma. Le nombre de choses qu'une personne, au lieu d'être dans son studio, comme je rêve, comme je le vois avec mes amis qui ont des centres chorégraphiques ici. Avant, c'était Joseph Nadj et aujourd'hui, une nouvelle chorégraphe qui arrive. Elle a toute une équipe, 8 à 9 personnes qui lui préparent tout. Et elle arrive à 10h du matin pour réfléchir sur sa musique. Elle appelle le compositeur, il lui donne son avis. Après, le scénographe, après la lumière. Et après, c'est les danseurs, ils s'échauffent avec un maître de ballet ou et elle vient uniquement pour écrire sa pièce. C'est un luxe absolu, mais aujourd'hui, nous, on est dans un truc vital. C'est-à-dire, c'est la survie de nos métiers. Et ce n'est pas uniquement de la danse, parce que même pour le cinéma, le cinéaste chez nous, il est producteur, il est parfois le technicien aussi de lui, il est tout. Mais c'est un enrichissement aussi, puisque ça vous oblige à vous accaparer à peu près tous ces domaines. C'est un enrichissement si on avait 800 ans à vivre. Mais merci, oui.
Mais c'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai 53 ans et je suis à ma 10e pièce, en tous les cas chorégraphique. Si j'avais pas tout ça à faire, l'éducation, l'école, le festival, les choses comme ça, peut-être je serais beaucoup plus productive. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire c'est mon pays, je veux le porter, je suis fière. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui existe au niveau des jeunes chorégraphes. Mais encore une fois, c'est très difficile. Et bravo, je suis toujours très émue de parler de tous les artistes africains, parce que en leur nom, à Ouaga, à Kinshasa, partout, on rencontre les mêmes difficultés. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est pas une question de... C'est une question de rencontre. Et l'Europe ne rencontre plus l'Afrique. C'est-à-dire, vous n'avez pas le temps de venir nous voir. Vous avez pas... Aujourd'hui, par exemple, j'ai un festival bientôt, d'ici une semaine. Et tous mes amis français, là, je regarde les caméras parce que je me fâche avec eux. Tu sais, oui, Siem, je veux venir, mais 2 jours, je n'ai pas le temps. Moi, j'ai grandi avec des gens qui venaient dans nos festivals et restaient une semaine, rencontrer les artistes. C'est cette rapidité de temps. On visite maintenant les manifestations comme si c'est de l'aéroport. On arrive, on est dans un hôtel, ils regardent 2 spectacles et ils rentrent. Je supplie les gens, les personnes, les personnalités, les journalistes, les artistes à prendre du temps de nous rencontrer. Comme nous, on n'a pas de visa pour venir vers vous, prenez le temps. On n'a plus de touristes maintenant depuis 6 ans, vous avez compris ça? Alors, à nos artistes et à nos journalistes et à nos amis de toute l'Europe, de venir partager nos moments. C'est-à-dire, c'est une force pour nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est les questions de frontières. On y revient, puisque vous êtes très attaché, que ce soit à l'Égypte ou à la Tunisie, au Caire. J'ai pu lire les interviews que vous avez accordées sur votre attachement indéfectible à cette ville. Et vous voyagez justement pour la défendre, pour inviter les Européens à venir. Enfin, il y a toujours un jeu de va-et-vient entre des frontières que vous brisez, que vous cassez dans votre travail, et des frontières géographiques qui existent malgré tout et qui vous ramènent à votre pays. Est-ce qu'il n'y a pas là parfois une difficulté à naviguer entre tous ces univers? Ahmed? Non. Vous avez un attachement au Caire qui est très fort. Oui, j'ai un attachement qui est votre héritage, votre culture. À la ville où j'ai grandi, mais j'ai aussi un attachement à Paris, j'ai aussi un attachement à New York, à Berlin. Voilà, je pense que je peux dire que je ne regarde plus le monde. Je me sens à l'aise partout et je me sens pas à l'aise partout. Oui, mais votre création, elle est très ancrée dans votre elle est pays, très dans ancrée, votre tradition. Tout à fait. Elle est très ancrée dans... Il y a ces frontières-là qui existent artistiquement ou symboliquement. Sûr, mais en même temps, je ne sais pas qui l'a dit, mais je pense que c'est très vrai que pour être universel, il faut être très enraciné. Enraciné, très local. En fait, oui, mon dernier spectacle qui s'appelle The Last Supper, ou La Scène, qui n'est pas du tout une parodie religieuse ou quoi que ce soit, qui parle d'une famille égyptienne de la haute bourgeoisie contemporaine, et le vide de ce monde, et le rapport de force entre les classes et plein d'autres sujets. Et en fait, on le tourne depuis 2014. On a fait Festival d'Avignon, Festival d'automne, Hong Kong, Singapour, et partout, Berlin, et partout où on allait, les gens, il y a des discussions des fois après le spectacle, les gens s'identifiaient avec ce que je présentais, qui est très égyptien. Oui, mais pour le coup, j'ai vu le spectacle, en effet. Qui touche je veux dire, à Hong Kong, on a entendu les mêmes choses à Hong Kong, comme à Gennevilliers, comme à Singapour, comme à Berlin. Les mêmes remarques, on reconnaît ce monde. Il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de similarités. Et du coup, je pense que je suis ancré dans ma culture. Je suis fier. Je suis très critique envers ma ville. Pourtant, je l'aime. Comme j'aime beaucoup Paris et je la critique énormément, et ainsi de suite. C'est un rapport que je ne peux plus dire.
je ne me sens plus... si les frontières n'existaient pas, moi, je ne l'aurais pas dans ma tête, en fait. Le seul moment où les frontières me sont rappelées, c'est au moment de passer la douane et où je me fais arrêter presque systématiquement sur toutes les frontières, même en Égypte. On m'arrête. Et des fois, on fouille mes affaires, des fois pas, mais ça prend toujours plus de temps que les autres. C'est le seul moment où... voilà. Sinon... Dans votre création, vous n'y pensez pas, ou il n'y a pas quelque chose comme ça qui en arrière-fond, qui subsiste? De toute façon, moi, je parle des choses qui me touchent. Alors, je vis au Caire et c'est cette vie qui m'inspire. Maintenant, si je vais vivre ailleurs, je ne sais pas, peut-être je parlerai d'autres choses ou d'autres pays. Et moi, je vais dire quoi? Je suis un institutionnel, mais j'ai accompagné pendant des années la créativité chez nous. Je veux dire, il n'y a quasiment pas de frontières. Chez nous, dès le départ, bon, je ne vais pas faire l'historique, mais je commence avec Sony Laboutansi. Lorsque nous travaillions avec Sony Laboutansi, nous avons créé un grand spectacle qu'on appelait BBKB. Bordeaux, Bangui, Brazzaville, Kinshasa. Et là, je pense que c'était une action extraordinaire parce que se retrouvaient à Brazzaville des écrivains, des artistes qui, depuis Bordeaux, se sont retrouvés à Bangui. Ils ont pris le bateau pendant un mois. Qui est un artiste, qui est un journaliste, qui est un écrivain. Ils ont fait là une démonstration qui me semblait tout à fait originale. C'est resté vraiment original. Et que Limoges, d'ailleurs, a voulu reprendre avec Sony Laboutansi sur cette expérience où il n'y avait pas de frontière entre les arts et parce que, précisément, le mot frontière n'a pas de sens en ce qui concerne la créativité artistique. Et donc, à partir de ce moment-là, depuis toujours, à Brazzaville, nous avons un certain nombre d'activités culturelles, artistiques où il y a véritablement, j'allais dire, de cloisonnement, où il y a complètement une espèce de disjonction, mais en même temps conjonction entre un certain nombre d'arts. Dieudonné n'est pas venu, il serait plus à l'aise pour parler de Matina sur scène. C'est la même chose, où ça fait bientôt 10 ans que Dieudonné Nyanguna monte son festival Matina sur scène, presque pendant un mois. Oui, au mois de décembre, au mois de décembre, tout Brazzaville est réuni autour du festival de Dieudonné Nyanguna, où on voit des vidéographes, des cinéastes maintenant, des écrivains, des gens du théâtre, et des écrivains qui viennent se retrouver là, qui pour une performance, qui pour une certaine activité, se retrouvent là. Donc pour nous, la notion de frontière artistique, je pense qu'elle a déjà été complètement abolie depuis Chikayo Tamsi, depuis le théâtre de Chikayo Tamsi, depuis Sony Laboutansi, jusqu'à aujourd'hui, même dans l'écriture, même dans la littérature, que ce soit Lema Bankou, que ce soit même Bill Kwelani. Bill Kwelani, dans l'art plastique, elle aussi réussit dans son nouvel atelier à Brazzaville qui s'appelle l'atelier Cham. Elle réunit aussi là plusieurs artistes, plusieurs écrivains. Mieux encore, elle fait des performances. Elle est allée même à la Biennale de Dakar, où elle faisait des performances avec des chauffeurs de taxi en plein Dakar. Et ça, c'est Bill Kwelani. Et je pense que cette notion, pour nous, à Brazzaville, de plus en plus, elle est, j'allais dire, obsolète. Et donc, la frontière artistique ou la frontière entre les arts, les lettres, je crois que chez nous, c'est plus ou moins consommé. Et du coup, comme nous sommes vis-à-vis d'un pays où la créativité aussi est grouillante, de l'autre côté du fleuve, Kinshasa, que ce soit dans le domaine de la musique, par exemple, dans le domaine du théâtre, et là aussi nous faisons des jonctions entre Kinshasa et Brazzaville. Désormais, nous voulons faire aussi avec Luanda, parce que nous pensons que du point de vue de la scène artistique, du point de vue de la créativité artistique, Luanda est de plus en plus bien porté vers pertinent. Luanda, Kigali et Dar es Salaam. Et donc, par conséquent, pour nous, à Brazzaville, du point de vue de la créativité artistique et littéraire, il y a là comme une espèce
de jonction de plusieurs disciplines qui se croisent, mais où chaque discipline garde son autonomie. Et je parle là devant Orchi, que vous connaissez, qui aussi monte une grande école de danse à Brazzaville. Et là aussi, il y a cette espèce d'osmose entre plusieurs disciplines. Et je trouve que c'est très bien. Et pour nous, c'est depuis... Sûrement, Sony Laboutansi constitue l'étape la plus importante, mais il était déjà entré. Que ce soit Maxime Debeka, que ce soit Chikayo Tamsi, déjà ils avaient cette fibre de réunir plusieurs arts. À Brazzaville, il y avait le théâtre, la musique, la littérature qui s'entrecroisaient. Et du coup, ça a donné toute cette créativité qu'on connaît de la part du Congo Brazzaville, c'est ce que je peux dire à ce moment. Je voudrais ajouter quelque chose. Je vais m'appuyer encore sur les frontières. Et là, je l'ai découvert à peu près quand je dirigeais les 4 festivals qui sont totalement différents, qui sont le documentaire, le cinéma, la danse, le design et la mode et les mots. Effectivement, je n'avais pas le même public. Et comme j'ai la chance que le public est gratuit, et ils sont férus de la danse, j'ai exigé presque comme une carte d'accès. Celui qui va prendre la carte d'accès de la danse, il doit aller voir le festival des mots. Et celui qui aime les mots ne peut prendre la carte d'accès des mots que s'il vient à la danse contemporaine. Oui, donc il y a un cloisonnement quand même qui... Au début, c'est-à-dire, je vous parle, c'est un travail sur ces frontières des arts. Et donc, il y a des cinéphiles, ils sont malheureusement parfois plus nombreux que la danse. Je parle toujours de la Tunisie ou la mode. Et si on arrive à éduquer encore une fois le public, mais moi j'ai travaillé sur la gratuité, c'est pour ça que j'ai pu traverser les frontières, j'ai pu drainer un public assez extraordinaire par rapport à tous les arts. Mais je veux m'arrêter sur 2 frontières. Quand j'ai parlé des frontières de l'Europe, sachez qu'aussi, on a des frontières dans nos pays. Moi, je ne peux aller en Égypte ou au Liban que si j'ai un visa. Et ce n'est pas si facile aujourd'hui d'avoir un visa. À part aussi, quand on n'est pas assez... on n'a pas des relations directes. Moi, je ne vole que sur Tunisair et je ne... C'est-à-dire merci à Tunisair de me permettre, en tous les cas, de voyager à travers le monde, parce que parfois, je n'ai pas les moyens. Si une ville, par exemple, où je suis obligée de passer par l'Italie pour aller en Afrique, et souvent c'est le cas, c'est-à-dire on est sur un même continent, mais on ne traverse pas les frontières, parce qu'il n'y a pas moyen ni de visa, ni de bateau, soit peut-être un bus qui va prendre avec la Libye aujourd'hui, avec les problèmes qu'il y a en Libye. Et donc je ne peux plus traverser cette Afrique que j'aime tant, que par passer par des pays européens. Et souvent, encore une fois, il n'y a pas de visa, donc on est aussi coupé. Et donc même voyager par rapport à notre continent, quand je vous entends comme ça, c'est très difficile. Et je m'arrête sur mon pays lui-même, qui aujourd'hui, depuis 3 ans, c'est un mot inexact parce que je vais essayer de le trouver, c'est pas que je ne reconnais pas mes Tunisiens. C'est-à-dire on s'est réveillé d'une révolution, on était tous fiers de cette révolution et on sera fiers dans l'histoire de la Tunisie de l'écriture de cette révolution qui est un chemin très long, impraticable, très dur de la démocratie. Mais bizarrement, c'est cette force de dictature où on a l'impression sur 23 ans de Ben Ali qu'on connaissait tous les Tunisiens. Puisque quand on est sous une dictature, soit qu'on est inodore, incolore, soit qu'on se ressemble, soit qu'on fait semblant de se ressembler, de peur d'être différent, à part bien sûr, quelques courageux politiques qui tiennent tête ou quelques activistes qui sont souvent emprisonnés. Et quand la révolution est arrivée, la Tunisie multiple est sortie. Et on a découvert d'autres frontières. Par exemple, les frontières de la langue. Moi qui aime la langue française et la francophonie, j'ai grandi dans cette langue-là et elle m'a beaucoup appris. J'ai découvert quand je passe des films à Sidi Bouzid ou à Béja-Jandouba, on a perdu totalement la langue française comme au Liban. C'est-à-dire les moins de 25 ans ne parlent pas la langue française. Et c'est une frontière. Avant, je passais un film chilien, sous-titré, le public restait pour regarder le film. Et aujourd'hui, parce qu'il est sous-titré en langue française, on ne comprend pas les mots, on regarde un peu et on sort. Et je découvre au fur et à mesure que des frontières à l'intérieur de notre pays, sinon on ne va pas décoder, on ne va pas trouver les clés, et on ne va pas trouver ce pont, cette rantara entre nous et nous, puisqu'on est tunisiens,
et le Tunisien, l'autre dont on a peur, où il est devenu très conservateur, et on ne pourra pas prendre sa main et ne lui parler, je pense qu'on va se perdre nous-mêmes. Et donc il y a aussi de nouvelles frontières, même au niveau des spectacles. Sans me rendre compte, je m'autocensure pas, puisque je suis pour la liberté, mais ça me prend plus de temps d'expliquer un spectacle à travers les villages ou les villes. Et je remarque que sans nous rendre compte, le fait de ne pas circuler dans notre pays, parce que c'est comme chez vous, c'est peut-être qu'il y a un Nantais qui n'a jamais mis les pieds à Paris, il n'a jamais vu Paris. La même chose que pour nous, c'est-à-dire quelqu'un de Gafsa ou quelqu'un du Caire. Généralement, c'est le contraire, c'est un Parisien qui n'a jamais vu Nantes. Mais non, mais c'est aussi la même chose, je vous assure, que des jeunes qui n'ont pas les moyens de... Le Erasmus, vous parlez d'un Erasmus Europe. Moi, j'ai créé le Ibn Battuta en Tunisie pour que le Nord connaisse le Sud, quelques jeunes, le Sud connaisse l'Est, et l'Est et l'Ouest, on ne se connaît pas. On a l'impression qu'on est ensemble et que le spectacle que je présente à Tunis, facilement, je peux le présenter dans un Sud qui est resté un peu conservateur. Je prends le temps aujourd'hui d'expliquer cette histoire de corps plus qu'avant. C'est une manière de casser les frontières en allant à la rencontre de vos publics. Effectivement, je disais que vous faisiez des représentations dans des villages qui étaient très éloignés de Tunis et qui étaient vus par beaucoup de personnes, comme Dieudonné avait créé son spectacle Hors les murs, où ça lui permettait d'aller à la rencontre d'un autre public. C'est aussi une manière de casser des frontières. Non, c'est-à-dire les frontières, je pense que sont dans nos têtes. Et ce public-là qui est exceptionnel est preneur. Sauf que souvent, on a l'impression qu'en traversant tout le pays, ils vivent exactement comme Tunis. Ils vivent exactement comme Hammamet, quoi, les 5 régions côtières favorisées du pays. Et quand on arrive au fin fond du bled, et c'est magnifique, c'est là où il y a les poètes, c'est là où il y a les chercheurs, c'est là où les gens veulent s'interroger. C'est-à-dire, je peux faire un spectacle à Hammamet et je présente mon spectacle, il y a un débat de 20 minutes, mais avec Toulouse, je termine à 11h, je rentre à 3h du matin, et ils sont assoiffés de poser... Ils refont le monde, ils refont le spectacle. Et je leur donne la possibilité, c'est-à-dire, moi aussi je triche, je leur dis, écoutez, surtout quand je présente une pièce contemporaine, je leur dis, je n'ai pas su comment finir la pièce, et j'emmène cette pièce-là pour danser chez Angelin Preljocaj, vous pouvez me dire comment je fais? Je bloque ici un truc et je donne la parole. Et là, j'ai des centaines de chorégraphes et d'une liberté. C'est un travail collaboratif. Ils refont le monde avec ce spectacle-là. Donc, on est obligé d'être dans l'éducation parce que, je répète, la télé n'est pas présente. Même quand vous dites il y a une démocratie par Internet, je vous rappelle uniquement, j'appuie ça. Effectivement, on a accès à Internet, comme vous le dites, mais c'est exactement comme l'histoire des avions. Il faut avoir les moyens. Moi, je voulais m'abonner dans... Vous m'avez dit que vous avez... Je fais de la pub pour vous. C'est gentil. Un journal qui s'appelle Apostrophe. Et je vous ai dit, chouette, je rentre à Tunis, je vais le lire et je vais vous inviter à Tunis pour le débat. Sauf qu'il me faut, à Tunis, le payer en euros. Mon dinar tunisien n'étant pas convertible, je n'ai pas de carte bleue. Je suis bloqué, je n'ai pas accès à la même information que vous. Donc les frontières restent malgré tout. Je n'ai pas accès, il y a Numéridance, une chaîne de danse qui est dotée à tout le monde. Je n'ai pas accès en Tunisie à tous mes danseurs. Je n'ai pas accès à Arte. Quand vous êtes à Tunis et vous voulez... Tu l'as, je pense, si tu rentres à Arte dans les trucs... comment vous appelez ça? Les replays. Eh bien, ils nous bloquent. Parce qu'ils ont l'impression qu'on va faire du plagiat, pas du plagiat, comment vous appelez ça, quand on copie une cassette. Comment ça s'appelle? Non, du piratage. Ben, laissez-nous pirater. On n'a pas de visa, on n'a pas d'euros pour acheter vos trucs. Au moins à Tunis, qu'on regarde les films et qu'on regarde la danse. Donc, faute aussi d'argent, de devises. Si je suis dans mon pays, je n'arrive pas du tout à avoir accès aussi à toutes les informations. Et ça, ce sont aussi d'autres frontières. C'est-à-dire, on nous vend que grâce à Google, on est tous égaux face à Internet. Non,
On n'est pas égaux face à l'information. Je veux acheter le livre qui sort de Fawzi Yazoueli, qui est parmi nous, et qui a Paris, Dieu merci, que Al-Kiteb, par exemple, ou Millefeuille le fait sortir. Si le livre n'est pas à Tunis, moi, je n'ai pas les moyens d'acheter un livre partout dans le monde et qui me vient avec votre truc d'Amazon. Donc je profite de cette situation. Vous avez lu l'interview de Dieudonné Niangouna, enfin, des petites pages dans Le Monde. Oui, aujourd'hui. Comme disait Dieudonné par rapport à sa pièce qui s'appelle Mohamed Ali, il faut boxer la situation. Il arrive à Brazzaville, il veut monter son spectacle. Il se trouve qu'institutionnellement, le lieu où ils doivent présenter son spectacle, il est squatté par un autre événement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans les rues de Brazzaville. Il prend un quartier, plusieurs coins de Brazzaville, il s'installe et il fait faire ses performances. Et je vous assure, les gens participent. Et ils vont jusqu'à 2h, 3h du matin, même quand il y a la pluie. Et lui, il dit, à ce moment-là, le théâtre doit boxer la situation pour faire en sorte que la pluie participe. Oui, absolument. Non, je trouve que... On parlait de... Et j'aimerais vous entendre sur cette question-là, Ahmed, sur les mélanges des genres. Mais il y a aussi, chez vous, et c'est très intéressant, le mélange des registres. C'est-à-dire que vous utilisez... la littérature classique, la culture populaire, des conversations de café, même des discours politiques, puisque vous avez utilisé celui de Nasser au moment de la nationalisation du canal de Suez. Est-ce que c'est pour finalement débusquer, redonner une vitalité à une langue qui avait été un peu accaparée ou totalement accaparée par un pouvoir politique et qui n'avait plus grand sens, que vous la revitalisez dans ce sens-là, que vous gommez du coup les frontières qui existent aussi de manière formelle, j'allais dire, au sein d'une langue? Oui, en fait, cette question, pour moi, c'est pas une question de frontières. C'est simplement une réaction. J'ai grandi dans une société totalitaire où il y a toujours un discours officiel, mais qui dépasse même l'officiel. C'est-à-dire, c'est un discours c'est comme 1984. On raconte des choses qui ne sont pas vraies, c'est-à-dire on parle d'un pays qui est sécurisé, qui est le plus beau pays du monde, machin truc, et on sort dans la rue et c'est pas du tout ça. Oui, c'est de la propagande. C'est une ville de béton avec la pollution sonore, tout genre de pollution, avec un chaos absolu, et le discours officiel, mais aussi le discours qui devient le discours des personnes autour, du père à la mère, aux cousins, à tout le monde, est le même, c'est-à-dire l'Égypte est on m'a donné à la mer du monde, le meilleur pays du monde, et grandir dans ce monde-là, en devenant artiste, c'était une des choses. En fait, la parole a perdu sa valeur pour moi. Lui redonner une autre valeur en mélangeant les... Exactement. Alors, mon écriture, au début, j'ai écrit... je commençais à inventer des mots, à changer la structure de la phrase, à jouer sur le rythme ou sur la sonorisation des mots plutôt que le sens. Pour ça, pour lui donner une force subversive, c'est ça, pour donner plus de puissance. Oui, pour sortir du narratif, de la narration, pour sortir de la fiction en fait. Parce que pour moi, c'était la fiction. Et après, pendant plusieurs années, depuis, je travaillais sur des textes qui sont non fictionnels, non littéraires. Je prenais des bouts de textes de livres d'école, de bouts de discours politiques. J'ai fait un spectacle qui tourne jusqu'à maintenant, depuis 2009, qui est basé uniquement sur mes conversations téléphoniques que j'enregistre. C'est le seul texte du spectacle, qui s'appelle « De l'importance d'être un arabe » et qui change de texte à fur et à mesure depuis 2009, parce que chaque série de spectacles, je jette et je reprends d'autres conversations. Et en fait, c'est mon rapport à la langue, c'est ma façon de contrer cette mensonge où le texte, où la langue joue un élément essentiel, où la parole
n'a plus de valeur parce qu'elle est fausse. Et du coup, voilà. Alors, mon rapport à la langue, c'est ça, en fait. C'est pas... Et même dans le Last Supper, qui est pour moi, qui est mon dernier spectacle, c'était le premier spectacle que j'ai écrit depuis 2000. Tout le reste, c'était ce qu'on dit device theater. C'était en anglais, on dit device theater, c'est-à-dire c'est des pièces montées. C'est pas une écriture, c'est une écriture de scène. C'est un peu un collage de compilé voilà. Des choses. Et Last Supper, c'était le premier texte que j'écris depuis 2000, depuis mon autre spectacle qui s'appelait La vie est belle, en attendant mon oncle d'Amérique. Et dans le Last Supper, c'est complètement l'opposé. C'est énormément de texte, mais qui n'a pas de valeur. Quand on regarde le spectacle, qui dure 55 minutes, après un quart d'heure, on se rend compte qu'en fait, ce que ces gens disent autour de la table n'a pas de valeur. Et il faut du coup, c'est une dénonciation de ces discours vides de sens. Voilà, et c'est aussi un rapport à la langue. Je tue la langue. I kill the language with more language, with a lot of language. Avec beaucoup de texte, je tue le texte, en fait. Et là, je travaille sur un autre spectacle, sur un tout petit qui s'appelle Avant la Révolution. Et le rapport à la langue encore, c'est central, où les deux acteurs sont complètement immobiles sur scène pendant 45 minutes. Ils ne bougent pas du tout. Juste, ils disent leur texte, c'est tout. Et j'aimerais savoir l'un et l'autre, après on vous donnera un peu la parole à la salle, j'imagine, parce que vous avez des questions. C'est Newsweek qui vous avait défini, je crois, j'ai lu ça en 2005, comme l'une des 42 personnalités les plus influentes, enfin qui a produit des changements, en tous les cas, dans le monde arabe. Est-ce que ça, c'est un moteur dans votre création? Est-ce que c'est, j'imagine que c'est pas ça que vous pensez prioritairement quand vous créez, mais malgré tout, est-ce que cette dimension-là vous importe? Est-ce que c'est l'héritage, le legs que vous souhaitez aussi laisser au-delà de l'aspect purement artistique? J'ai deux personnalités. J'ai une personnalité d'artiste. Et là, toute ma carrière, la seule chose qui m'importait, c'est que je puisse travailler en toute liberté. C'est-à-dire que je ne me mets pas de frontières. Je dis toujours à mes acteurs, et même quand je donne des cours des fois, je dis, il ne faut jamais penser au spectateur. Quand on crée, on ne pense pas à celui qui va recevoir l'œuvre, on pense juste à l'œuvre et à ses propres désirs. Parce que créer, c'est un désir. Et alors ça, c'est une chose. Ça, c'est ma position d'artiste. Et je pense qu'il ne faut jamais laisser tenter par est-ce que le public va aimer, est-ce que le public va rigoler, est-ce que c'est trop lourd, est-ce que c'est très compliqué. Pas du tout, il faut juste laisser son esprit et sa création évoluer. En tant que programmateur, producteur, acteur culturel, c'est autre chose. Parce que là, mon rôle, je conçois mon rôle comme quelqu'un qui d'abord soutient, essaye que cette liberté est donnée à d'autres artistes, que ce soit la liberté de penser, mais aussi la liberté vient aussi par les outils de travail, que les artistes ont des outils de travail comme il faut, que quand ils choisissent de travailler dans la rue, ils travaillent dans la rue parce que c'est un choix artistique et non pas qui est quelque chose qui est imposé parce que économiquement ou les moyens ne sont pas là. Oui. Voilà, c'est vraiment un choix. Et aussi, quand je programme un festival, bien sûr, c'est une partie très subjective de ma part. C'est-à-dire que moi, je vois des spectacles, j'aime, j'apprécie. Il y en a d'autres qui ne vont pas apprécier ces mêmes spectacles, évidemment. Mais en même temps, ce n'est pas du tout quelque chose d'aussi égoïste et narcissique comme la création. C'est-à-dire, c'est un processus qui aussi lie mon opinion du spectacle à plein d'autres facteurs sociaux, économiques, du public et où je vais présenter ce travail. C'est-à-dire que c'est plus moi tout seul uniquement, mais c'est aussi comment je conçois ma société et le public qui va le regarder, et ainsi de suite. C'est important de comprendre qu'on peut, quand on
comme Siam l'a dit, quand on introduit l'art contemporain, la création contemporaine dans des sociétés qui sont complètement abruties par la télé, par la télévision et commerciale, et vraiment abruties parce que une dictature, c'est exactement comme 1984 et ainsi de suite. Hein, c'est la télé, on passe des messages et on fait un lavage de cerveau. Quand on veut que les gens commencent à sortir de l'écran et venir petit à petit, c'est une stratégie. On ne peut pas venir et juste parce que j'aime David de Saint-Pierre, je vais le présenter sur scène au Caire. Ça va faire l'opposé, le rejet total de l'eau. Ça sera contre-productif. Et du coup, on tombe à l'eau dès la première minute. Et voilà, alors ça, c'est la différence entre les deux casquettes. Voilà, les deux casquettes pour moi. Et Siam, sur cette même question, vous avez changé l'image de la danse dans votre pays. Vous avez eu une part très, très active. Est-ce que ça a été le moteur? J'ai l'impression que c'était ce combat-là que vous vouliez mener, que vous êtes parvenu à mener. Il reste encore sans doute un bout de chemin à faire, mais malgré tout, en l'espace de quelques années, le chemin a été parcouru. Hein. Oui, en tous les cas, on a cette petite fierté que le résultat est là. Aujourd'hui, non seulement il y a des danseurs qui dansent partout, en Europe et en France. Chez Magui Marin, il y a Kais Suibi. On a des compagnies tunisiennes qui sont installées à Lyon, comme Hafiz et Aïcha Mbark, un danseur chez Akram Khan, des interprètes indépendants, et une dizaine de jeunes compagnies aujourd'hui, à part les compagnies qui ont trouvé des difficultés sous Ben Ali de travailler. Et aujourd'hui, je défendais le projet d'une autre génération, parce qu'effectivement, on a des chorégraphes qui sont arrivés à l'âge de 40 et 50 ans, qui, les jeunes aujourd'hui, ont 20 et 22 ans, qui disent « Bon, ça fait 20 ans que vous êtes là. » Laissez-nous la place. Ils ont raison, dépoussiérés, et puis nous, on est là. Et j'ai attiré juste l'attention, même au niveau du centre chorégraphique d'Orléans. J'espère qu'on va construire ces choses-là. J'ai dit que ces chorégraphes qu'on a fermés, ils n'ont pas eu la possibilité de développer leur art jusqu'au bout, il y a 23 ans. Même si aujourd'hui, ils ont 40 et 50 ans, c'est aujourd'hui qu'ils se sont renés à l'écriture et à cette liberté-là. Effectivement, ils ont peut-être travaillé pendant 23 ans, mais ils ont été muselés. Voilà, c'était le terme que je voulais chercher. Et aujourd'hui, peut-être que c'est eux qui bégayent un petit peu. Laissez-les bégayer pour le temps de prendre cette voie-là. Et j'ai trouvé 3 centres chorégraphiques qui vont être un soutien avec les chorégraphes tunisiens. On va essayer de travailler avec un chorégraphe qui a 50 ans et un chorégraphe qui a 20 ans. Et que chacun donne la place aux autres, et on va faire quelque chose à Orléans et quelque chose à Annecy et quelque chose chez Angelin Pré-le-Jocage qui est dans ce sens-là. Mais vous abattez là les frontières générationnelles. On est encore dans cette espèce de transmission. En tous les cas, vraiment, la frontière, la notion de frontière est au cœur de vos préoccupations et de vos engagements à tous les deux. Mais depuis le début, sans me rendre compte, d'ailleurs, je suis très fière d'être là, malgré que dans 4 jours, j'ai mon festival. Et je vous invite à venir à Doc à Tunis. C'est un festival de documentaires, et j'invite Michel Anfray pour parler de la décolonisation, être décolonisé, de nos religions, de nos parents, de nos États, et de notre colonisation, peut-être française, et toutes les colonisations du monde, comment se libérer, parce qu'on se décolonise nous-mêmes, et voilà, donc c'est cette thématique-là, et c'est gratuit, donc vous n'avez qu'un billet d'avion qui coûte même pas 100 €, donc vous pouvez venir tous à Tunis. Et mon dernier spectacle, c'est Les Frontières Invisibles, que j'ai présenté au Pavillon Noir. Et c'est arrivé le jour où j'ai vu mes amis syriens, parce que je en connaissais vraiment des amis, et qui était le dernier jour quand la Macédoine allait fermer ses frontières. Et je savais qu'il restait peut-être 200 ou 170 kilomètres. Et ils ont dit, par exemple, je dis n'importe quoi, à 23h le lendemain, les frontières allaient être fermées parce qu'ils n'acceptaient plus d'autres réfugiés. Et j'ai vu ces rails de train, comment des êtres humains pouvaient traverser peut-être en un jour, je fantasme bien sûr, c'est une fiction, en un jour 300 km et 600 km parce que la porte allait se fermer. Et on a un conte, اسمه شاطر شو اسمه الشاطر الحيط بيهبط بالطرف. En tous les cas, il y a un conte, je me rappelle,
que le mur allait descendre petit à petit, et c'est comme si on a une limite de temps, et cette porte-là allait se fermer complètement. Et ce spectacle est parti dans ça. Ces rails de train, et ces gens qui ont marché des centaines de kilomètres, qui ont laissé tout leur passé, et même s'ils avaient des sacs lourds, ils ont tout laissé. Il y avait la grand-mère, l'enfant, la mère, et comme nous, on était aussi fragilisés par la Libye, par les kalachnikovs qui tournent partout, à Tunis, en Algérie, partout, je me suis dit, si demain, ça se passe à Tunis, et je vais prendre, je ne prendrai pas le temps ni de prendre la dernière photo, ni le dernier livre que j'ai aimé, je vais sortir, et sur ces rails de train, comment je vais traverser cette route. Et je l'ai appelée Frontière invisible, et pendant pratiquement une demi-heure de spectacle, c'est une marche lente, avec cette peur dans le ventre, ou avec les barrières, avec ces lumières de police, ou peut-être je ne vais pas y arriver. C'est-à-dire, est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que je vais laisser ma grand-mère, ma petite fille, ou est-ce que j'arrive à ce point de départ? Et c'est une pièce qui est qui est très très politique, très très engagée. Et j'avais demandé aux Voix d'Orléans de la présenter, parce que je voulais la présenter chez vous. Et je pense qu'il y a faute de moyens, mais je pense qu'au centre chorégraphique, on va la présenter et on viendra chez vous à Orléans. Avec plaisir. Vous voulez rajouter un mot? Non, pas vraiment. Je veux dire, indépendamment de cela, je pense qu'il faut aussi insister sur le fait que toutes ces activités, on parle de la langue française, de la francophonie, que ce soit dans l'écriture littéraire, que ce soit dans le théâtre, que ce soit même dans les fictions, le rapport que nous avons avec la langue française est un rapport essentiel, que ce soit dans la littérature ou dans le théâtre. Au contraire, je pense, à partir de théâtre, je reprends la formule de Nyanguna, il faut boxer la langue française pour faire sortir de cette langue ce qu'elle a d'universel et ce qu'elle a de résistance, pour être une langue de créativité. C'est ça le théâtre aussi chez nous. La littérature, la littérature aussi chez nous, c'est ça. C'est Sony Laboutansi qui boxe la langue française pour faire dire à la langue française autre chose que ce que l'Académie française voudrait qu'elle fasse. Pour parler comme Alain Mabankou, l'Académie française qui est le gendarme de la langue française ici, et les autres manières d'écrire la langue française donnent une autre tournure à la langue française. Et c'est ce qui fait le charme aussi de cette littérature, c'est ce qui fait aussi le charme de ce théâtre qui amène très loin. Comme Joyce fait de la langue anglaise ou autre chose que Shakespeare. Et donc, c'est comme ça que nous aussi, on voit ce rapport que nous avons à décloisonner les frontières dans ce rapport à l'écriture, à la littérature. Et je pense que c'est essentiel. Ce n'est pas uniquement, comme dit Dieudonné, boxer la situation politique. Il est très dur contre le... Il le fait. Il est très, très dur. Mais en même temps, cette dureté, il dit que c'est la même dureté que je dois trouver dans la langue française pour faire dire à la langue française ce qu'elle a de plus beau, ce qu'elle a de plus magnifique pour dire les choses, même d'une façon crue. Et je crois que c'est une tradition de chez nous depuis Sony Laboutansi, depuis Chikayo Tamsi. C'est ça ce qu'on appelle épitomer, n'est-ce pas? Et écrire avec des suspensions, mais des suspensions qui ouvrent la voie à la grande créativité, malgré la situation de l'heure, malgré les inepties, malgré les risques, puisque, oui, puisque Dieudonné, visiblement, étant très critique envers Sassou Nguesso, aujourd'hui n'est plus autorisé à retourner dans son pays. Donc, mais en même temps, cette vitalité, elle a aussi des répercussions, et cette subversion de la langue, lui redonner son sens, a des conséquences. Bien sûr. Mais je reviens sur la langue française, elle doit être désirée. Et ces jeunes-là, en tous les cas tunisiens encore une fois, parce que je défends tout le temps ma Tunisie, que j'aimerais qu'elle soit l'une des plus grandes nations, et elle le sera. Elle a écrit un peu l'histoire. Les jeunes vont parler russe, parce que les Français ne viennent plus à Tunis. Ils vont parler polonais, parce que les premiers, c'est ce qui nous reste aujourd'hui, et bientôt chinois. Et donc c'est à la France et à mes amis français de revenir
et créer ce pont-là pour que cette langue française, on la perd pas. Nous, cette génération, on la chérit. Vous avez dit après les attentats du Bardo, vous êtes intervenu directement pour appeler, je crois, les Français à revenir plus... Non, vous avez pris une parole publique à ce moment-là pour appeler les Français à revenir. Oui, parce que je pense qu'encore une fois, la France n'est pas un ami, un pays voisin. C'est un vrai partenaire. Et encore une fois, comme vous avez peur tous de Daesh, le jour viendra à Tunis et ça lui prendra 24 heures pour être à Marseille. Donc, et les Daesh sont chez nous, sont chez vous, dans vos banlieues, ils sont partout. Donc, vite, reconstruisons les ponts. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ce terrorisme, il nous fait d'autres frontières. Il joue sur nos nerfs. C'est lui qui a gagné. Daesh a gagné. Il vous a fait peur. Et vous avez créé des frontières en disant tout sauf Tunis, ou tout sauf les pays arabes, malgré que vous avez les mêmes terroristes chez vous et le même danger. Donc, rien que pour casser les frontières invisibles qu'il est en train de nous fabriquer, venez chez nous, comme d'habitude, passez le mois de Ramadan chez nous. Mangeons avec nous la petite shorba et les petits briques et passons l'été ensemble. Et n'ayez pas peur et montrez à Daesh que vous n'avez pas peur. Et que ces frontières qu'il a créées dans nos têtes, on a peur de l'autre, on ne va pas le laisser gagner. On n'a plus le temps. Je suis désolée de ne pas être qu'artiste. Et je voudrais parler que de ma danse, mais je vous assure qu'on n'a plus le temps. Qu'il y a une génération qui ne vous connaît plus, qu'il y a un cordon ombilical qui se coupe. Et nous, on est en train de leur dire, il y a une belle histoire. Comme il y avait une histoire de Carthage, comme il y avait une histoire espagnole chez nous, comme il y a une histoire turque, il y a une belle histoire française. Faites attention, parce que nos jeunes vont aller ailleurs, et c'est d'autres langues qui vont boxer la langue française. C'est même pas la langue arabe. C'est la langue de l'obscurantisme. C'est ça, moi, mon appel au quotidien. Par ma danse, par mon cinéma, par mon documentaire. Je ne sais plus quoi vous dire. C'est-à-dire, je vous parle votre langue et vous ne m'écoutez pas. En tous les cas, les avions ne sont pas pleins. Donc je veux vous voir vraiment chez nous, chez moi et en Égypte. Merci de votre invitation, on l'a bien reçue. J'imagine qu'il y a des questions. Je me présente, Orchin Zaba, chorégraphe. Je vais directement profiter puis poser une question, mais suggérer quelque chose à JM Belkodia. Parce que j'étais en 2008 à Tunis. Parce que c'était, j'ai eu l'expérience à Brazza en 2003 parce que j'avais créé des ateliers de recherche chorégraphique qui ont duré 3 ans et qui ont donné naissance à plusieurs chorégraphes. Donc j'accompagnais des jeunes chorégraphes à Tunis. Et dans la lancée des choses, on était directement confrontés. C'est comme on dit, dès qu'on est dans l'art, on prend une position tellement politique. Mais quand je suis arrivé à Tunis, j'ai vu quand même le courage, votre courage, de voir comment ça se passait, ce festival, comment on était en train de battre pour faire exister et l'école, et la salle, et l'école du théâtre. Voilà, donc c'était les rencontres recherche chorégraphique. Et normalement, les années d'après, c'était parti que Brazzaville, mon festival, devait recevoir les rencontres chorégraphiques. Et là, je vais aussi profiter, je suis vraiment gâté parce que je suis devant mon directeur de la culture, c'est Jean-Luc Akaevi. C'est pas une question. J'ai dit, je suis à côté, il y a la directrice du cabinet. Ouais. Voilà, donc ils connaissent notre combat, parce que moi, je suis toujours en train de cogner, quoi, avec mes mots, avec la chorégraphie, avec tout. Et je vais proposer, pour l'année prochaine, parce que je vais être un peu rapide, j'ai fait 10 ans où j'ai plongé dans la recherche, parce que c'est comme on dit, on peut parler de la langue, qui nous emmène un peu, les mots nous emmènent dans le corps. Et du coup, le mot peut transformer le corps. Et du coup, quand on arrive dans la danse, il y a cette sorte de colonisation qui arrive très fort, qu'on appelle le formatage. Et pour moi, c'était tellement fort. En même temps, j'étais
aller chercher, donc j'ai fait 10 ans pour aller chercher dans mes traditions quelque chose pour aussi boxer cette tradition, pour confronter, pour amener des grains au grenier, je peux dire de la francophonie, de machin, tout. Voilà, donc je proposerai à CIEM la prochaine fois, parce que l'année prochaine, on va refaire, le festival Makindou Bantou va se relancer, donc devant la directrice, devant le directeur, et ça serait bien d'inviter ces personnes à Tunis pour venir aussi voir cette expérience. Et je profite aussi pour dire que je serais très, très, très content de vous inviter à t'inviter à Brazzaville, parce qu'il y a déjà eu on a organisé en 2010 des Tunisiens qui sont venus à Brazzaville pour la formation qu'on a eu avec Saliane Seydou et Kathleen Noël en triangle avant les rencontres RAFIC de 2010. Voilà, donc la situation reste à boxer, et je suis très content de vous parler de Michel Offray, parce que aussi le vrai problème reste de décoloniser. Parce que la question que je vais vous poser à vous deux, moi, quand je me pose la question, comment vous faites pour organiser tout cela? Où est-ce que vous trouvez les moyens? Est-ce que c'est seulement les moyens qui viennent d'ailleurs, ou vous arrivez à avoir des moyens au niveau national pour appuyer vos projets? Le message est bien passé en tout cas. Ahmed, vous voulez répondre à cette question? Les moyens, vous les trouvez où? Les moyens financiers pour monter tous vos projets, les festivals, pour arriver à un moment où la censure devait en limiter les accès. Et puis, vous aviez parlé de ruses, je crois. J'ai cru lire ça sous votre plume, que vous avez mis en place des ruses pour pouvoir justement monter tous vos projets. En fait, c'est vrai que notre financement vient majoritairement de l'étranger. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre que quand on fait un festival de 3 semaines, avec une 50aine d'événements multidisciplinaires un peu partout, on ne peut pas le faire, c'est pas une question d'argent. C'est aussi une question, l'argent est important, mais c'est pas juste ça. Je pense que j'ai une organisation avec 18 salariés en plein temps à l'année. Je pense que effectivement, sans les moyens de les payer, ça aurait été difficile, mais sans la jeunesse, l'énergie, le moyen d'âge de mon équipe, 25 ans. 25 ans, j'ai la directrice exécutive de mon festival, elle a 23 ans. Et c'est la billetterie qui vous permet, ou c'est du mécénat? Non, c'est du soutien institutionnel. On a des soutiens des fondations internationales. On a aussi sur ce qu'on appelle structural funding, le financement structurel de l'organisation. Et puis on a aussi des financements au projet. Et en plus, on a quelques sponsors locaux, c'est-à-dire du mécénat, des partenaires locaux. Mais encore une fois, si on n'avait pas une structure et une équipe qui sait gérer ces différents projets, qui sait monter un festival, qui a aussi l'énergie, l'aspiration, le désir de faire... je dis toujours ce que le festival, par exemple, ces projets prouvent, ça prouve que we are not doomed to fail. On n'est pas conditionné pour échouer. Voilà. Et c'est ça qui fait bouger les choses. C'est que ces jeunes, ils ont envie, comme moi, de montrer une autre facette de l'Égypte, une autre chose
que le chaos, que rien ne fonctionne à l'heure, tout va mal, que là, DICAF, les gens arrivent. C'est comme dans n'importe quel festival dans le monde. C'est important pour nous. C'est important pour nous et surtout pour les générations à venir de voir qu'on peut faire quelque chose à un niveau et un standard de qualité. Et voilà, ça c'est très important et c'est ça qui fait. Et pour moi je pense que ça c'est plus important que l'argent. C'est-à-dire que oui, l'argent nous permet d'inviter Gérard Bell, nous permet d'inviter Pascal Rambert, nous permet d'inviter Force Entertainment, mais ce qui fait qu'ils reviennent, c'est la crédibilité, c'est le travail de l'équipe et c'est le sentiment à la fin qu'on a réalisé quelque chose qui nous appartient. Et voilà. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Siem, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je crois au réseau humain. C'est-à-dire, il y a Sophie Renaud qui est ma copine. Elle va partir à son festival après-demain au lieu de venir dans mon festival. Et ce réseau humain, moi, j'ai eu la chance d'avoir de vrais amis en France, en Italie, chez toi, parce que c'est très important aussi l'Afrique, au Sénégal. Et au début, quand je ne savais pas faire, c'était ces amis-là qui sont venus. Et quand je dis au début, on a fait des festivals gratuits pour le public, les artistes ont accepté aussi d'être dans cette gratuité. Et après, les institutions ont suivi. Aujourd'hui, en Tunisie, en tous les cas, je peux le dire et je suis fière, le ministère de la Culture suit, ce qui n'était pas le cas. Il suit et va faire une politique de la danse, réellement, ce qui n'a jamais été le cas, du tout. C'est-à-dire le budget de la danse, il est à 100 000 € pour tous les chorégraphes tunisiens. Aujourd'hui, il a décidé que l'année 2018 va être pour la politique de la danse. Le ministère du Tourisme a compris que parce que, par exemple, Olivier Poivre d'Arvor, qui est venu pour le marathon des mots, est devenu notre ambassadeur. Frédéric Mitterrand, qui est l'ami de Doc à Tunis, et c'est lui qui a créé avec moi le Doc à Tunis, il a été ministre de la Culture française. Donc, il sent que quand même les personnalités qu'on ramène vont compter pour la Tunisie et vont compter dans le monde. C'est à nous aussi de développer ces réseaux et une amitié à long terme. Et cette amitié de long terme, je ne sais pas si vous connaissez Jean Dini, ce monsieur exceptionnel, parfois ces personnalités, et on a autant de noms arabes, c'est-à-dire je pourrais vous appeler Rajeh Farhat, Fadel Jahaïbi, Fadel Jaziri, c'est-à-dire il n'y a pas que les noms francophones. Et mes amis en Égypte aussi, Karima Mansour, tous ces gens-là qui sont venus aussi gratuitement danser à Tunis, créer le lien à Omar Rajah, à Beyrouth du Liban. Et ce réseau, quand lui, il vient chez moi comme toi, il dit « je veux faire comme Siem ». Et moi, quand je viens à Marrakech, je vois Tawfiq Izzadi, où je dis « ah, il a trouvé cette idée, dans l'appart, je vais le ramener ». Et ce voyage entre nous, de ce réseautage, c'est ça notre force, c'est pas l'argent. Mais on manque de plus en plus d'argent parce qu'au nom de la restriction, les budgets sont inexistants, ni à l'Institut français, ni au Goethe, ni à Pro Helvetia, tous nos partenaires qui avaient un petit peu de moyens. Et ils ne sont pas courageux, surtout par rapport à nos pays qui ont construit, on essaye de développer après la Révolution cette démocratie, de montrer que la démocratie ne va venir que par la culture et par les arts. Et c'est vraiment la seule solution de ces pays arabes qui cherchent une identité, ça ne sera que l'art et la culture. Peut-être une dernière question, quand j'ai vu l'heure qui avançait. Si... Oui, au fond de la salle. C'est pas une question, c'est pour rajouter quelque chose que Siem a oublié de dire et qui, à mon avis, est à retenir. Oui, enfin, les Arabes ont trop d'identité, ils n'ont pas... C'est le contraire. Mais Siem a fait une expérience, je me permets juste de lui rappeler, puisqu'il y a une autre frontière qui est celle que traversent les djihadistes. Et c'est une frontière qui leur permet, quand ils vont dans ce qu'on appelle les zones de conflit, de se faire tuer pour arriver à l'autre pays qui est au-delà et le paradis. Et Siem a fait une très belle expérience qu'on avait appelée « Danser contre Daesh ». Elle a été dans les villes du Sud, où se recrutent le plus de candidats vers donc ces zones-là. Et elle a été chercher des jeunes, parce que c'est le désœuvrement, c'est la pauvreté. Et elle a dit,
ne partez pas, venez avec moi, venez danser. Donc elle en a ramassé, je crois, je ne sais pas, tu étais dans une dizaine de villes, qu'elle a ramené à Tunis, qu'elle a logé dans un centre d'hébergement et elle leur a fait faire une pièce. Et ça les a sauvés parce que du coup, ils se sont sentis utiles dans cette société et c'est une façon comme une autre, justement, pour lutter contre cette culture de la mort que de leur donner ce genre d'expérience. Voilà, je crois qu'elle l'a oublié. C'est important de le signaler. Merci. Non, c'est un projet très très important que je continue. On a fait 10 villes. Que vous avez initié il y a combien de temps 2 ans. C'était un défi contre un ministre. Je dis bien contre un ministre. Parce que j'en avais ras-le-bol qu'on n'avait pas de budget. Le cinéma, il a à peu près 6 millions d'euros. L'art plastique, il a 2 millions d'euros, 4 millions d'euros pour le théâtre. Et la danse, c'est 200 000 euros. Et je lui dis, moi je viens, il me reste 6 ans pour arriver à 60 ans, je vais avoir l'arthrose. Quand est-ce que je vais me réveiller et trouver que j'ai un vrai budget pour les nouvelles générations futures qui sont à 1 million d'euros pour la danse? Et il m'a dit, écoute, vous êtes 5-6 chorégraphes. On va vous donner un petit peu entre nous et ne me dérangez pas à faire une loi pour qu'il y ait de la danse. Je lui ai dit non, on est 4 000 à 5 000 danseurs et pas depuis aujourd'hui, depuis que j'ai ouvert mes yeux pour la danse. Mais au lieu de faire ce métier-là, comme il n'y a pas d'école supérieure de danse, comme il n'y a pas de statut de l'artiste et du danseur, les danseurs partent animateurs culturels ou en tous les cas, quand ils arrivent à 22 ans, ils sont animateurs touristiques et on les perd. Je vais traverser la Tunisie et je vais vous compter ville par ville, dar, zanga, dar, de trouver vraiment combien de danseurs il y a des Tunisiens qui en vont en faire un métier. Et moi, je suis partie vraiment uniquement pour la danse. Et j'ai trouvé potentiellement des jeunes qui étaient tentés par le djihad et que non, moi je suis partie au début. Ramener à la danse. Non, je suis au début compter les danseurs. Donc quand je suis arrivée dans les maisons de culture au fin fond de notre Tunisie, j'ai mis Siem Belkodja, recrute, audition, tout ça. J'ai eu 300, 400 danseurs. Sauf que je connaissais des danseurs d'avant qui sont venus les mettre. Et parmi ces 100, 200, il y avait toujours une dizaine qui allaient partir en Syrie ou en Libye dans 2 semaines et qui ont reçu déjà à peu près $300 ou $500 pour partir. Non, pas du tout embrigadé. C'était financier. Non, c'est une autre histoire. Comme ils n'avaient rien à faire dans ce pays, ils étaient surdiplômés ou ils faisaient absolument rien. Daesh leur propose un passage héroïque, une traversée, je vous ai dit, ça s'appelait les cow-boys, donc une aventure qui ne leur faisait pas peur, mais qui allait leur changer leur statut. Au moins, ils ne restaient pas en mode pause. Ils allaient passer, bien sûr, il y a sûrement des gens qui y sont embrigadés, mais d'autres vraiment uniquement parce que c'est à $4 000 qui sont recrutés d'une manière. Et moi, j'ai lancé le mot passeport pour la vie. J'ai dit, OK, ils vont vous donner un passeport pour la mort, vous allez partir, peut-être vous n'allez pas revenir. Suivez-moi. Je vous donne 6 mois. Et je vais donner un grand bisou à Kader Atou et plein de chorégraphes, et Medjema, en tous les cas, tous mes amis. Et vraiment, Sophie Renaud a été un de nos meilleurs partenaires. Et la Fondation Total aussi. Et j'ai dit, je vous donne 6 mois. Comme vous savez, comment on appelle ça, pirater, regarder les spectacles et les faire en breakdance, tout ça. Moi, ce sont mes amis, Maggie Marin. C'est mon ami Kader Atou. C'est mon ami Angelin Preljocage. Il ne va pas me dire que tu pirates. Toi, la ville de Sidi Bouzid, tu vas faire la dernière pièce de Kader Atou, qui s'appelle Douar. Et toi, tu vas faire la dernière pièce de Maggie Marin. Et toi, tu vas faire la pièce de Anne-Thérèse Chrismaker. Et on a pris 10 villes. Et pendant 6 mois, je leur ai rien appris. C'est-à-dire, j'ai juste envoyé des coachs pour maîtriser la situation dramaturgique. J'ai vraiment pas donné de cours. C'est 3 semaines, un week-end pour qu'ils ne lâchent pas. Ils savent qu'il y a une Tunisienne qui descend. Je choisis toujours mes plus belles danseuses de 20 ans qui ont un rouge à lèvres rouge. Donc tout le monde travaille, tout le monde est à l'heure, vendredi, samedi, dimanche. Et j'ai appelé Kader Atou. Et je lui dis, Aman, Kader, tu peux venir avec ta pièce à Douar? Il m'a dit, oui, Siem. Il m'aime beaucoup. C'est 7 000 €. Je lui dis, j'ai pas d'argent, je vais pas te payer. Il me dit, OK, tu me payes pas, mais tu me ramènes le tapis. Son tapis de danse, il me coûte 7 000 € pour l'affréter. Non, il me dit, je ne peux pas danser sans tapis. Le tapis, il est dessiné par un grand artiste, je ne sais pas quoi. Je l'engueule parce que c'est un ami et je lui dis, écoute, Daesh, quand il va passer dans un pays pour tuer, il ne choisit pas le tapis.
Il va tuer sans tapis, il s'en fout du décor. Lui, il passe. Donc si tu ne traverses pas, toi, les frontières, en tous les cas, il n'a pas eu le temps. Je l'ai quand même emmerdé. Et le jour de ma manifestation, je lui ai demandé de prendre l'avion le matin et de venir juste en tant que jury voir. Il ne savait pas que je dansais douar. Et le lendemain, vous allez partir, parce que monsieur n'a pas beaucoup de temps. C'est mon ami, encore une fois. Hein. Et il arrive, il ne sait pas. Il arrive dans le studio et il trouve une dizaine de garçons de Sidi Bouzid de 300 km de Tunis qui répètent sa pièce. Je lui ai rien dit. Il avait les larmes aux yeux et le soir, il y avait 800 spectateurs. Il était assis à regarder sa pièce. Après, on l'a dans le micro. Il dit « Ma pièce est en train de danser à Chaillot, là, à l'instant. » Et Siem m'a demandé de venir comme ça, sans me le dire. Elle m'a pris en otage. Et le meilleur cadeau que je vois, c'est-à-dire que j'ai transmis sans me rendre compte. Et j'ai honte aujourd'hui de dire que je vais voyager avec un tapis qui coûte, un décor qui coûte... C'est-à-dire, il faut faire voyager la danse. Et grâce à cette petite aventure, donc on a pu trouver un petit budget de 10 000 €, qui était le prix. Et tous les danseurs, c'est-à-dire les 10 villes, sont partis gagnants avec un passeport pour la vie et avec en poche, chaque compagnie, 5 000 € et une signature avec le ministère de la Culture tunisienne, un contrat de 2 500 €. Et ils ont démontré donc aux gens que grâce au métier, mais ça a pris 6 mois. Et moi, je n'avais pris que 10. L'anecdote est encore plus belle. Et les 90 autres qui n'ont pas dansé dans le spectacle, après les 6 mois, avaient envie de repartir travailler. C'est-à-dire celui qui était peintre, celui qui était dans une bibliothèque, qui n'avait plus envie de bosser, de travailler, parce que pendant 6 mois, on a rasé les aisselles, parce qu'on avait lavé les pieds, parce qu'on a travaillé de 9h du matin jusqu'à 6h. Ils ont repris l'envie et la dignité et le sang a circulé de me lever et de travailler. Je suis un homme parce que je travaille, et même si je suis mal payé, je suis un homme parce que je travaille. Donc je l'ai appelé Fabrica. C'est la fabrique, pas des artistes, mais des êtres humains dignes que je vais me lever et je ne vais pas laisser DH me proposer un passeport pour la mort. Et je l'ai appelé passeport pour la vie. Voilà. Très bien. Merci. On a largement dépassé, je crois, les horaires. Donc merci encore 1000 fois à nos invités d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.